Isramag, votre magazine d'actualité depuis Jérusalem. Isramag vous est présenté en partenariat avec... Pour réaliser son alia, il y a les adeptes de la débrouille, on verra. Et il y a ceux qui savent. Avec l'alia de groupe, chaque famille perçoit jusqu'à 10 000 € de subvention, un accompagnement professionnel et une aide scolaire sans précédent pour vos enfants. Programme pilote pour les familles. L'alia de groupe vous fait profiter de ses 25 ans d'expérience et de ses 99% d'intégration réussie auprès de 1500 familles. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Shalom depuis Jérusalem. On va toujours poursuivre cette semaine. Vous savez qu'on est toute la semaine avec une experte comptable israélienne, diplômée de l'ESSEC, conseillère juridique. Esther Amar répond à toutes les questions que vous nous avez envoyées sur isramag@gmail.com. Aujourd'hui, les échanges interbancaires. Si vous possédez un compte en Israël, un compte en France, je vous conseille vivement d'écouter la suite de cette émission. Isramag vous est présenté en partenariat avec... Koulam News. Émouvant, surprenant. Rafraîchissant. Koulam News. Israël, comme on l'aime. Je suis fan de Koulam News. Koulam News. Des très belles histoires. KoulamNews.com. Des centaines de milliers de vues chaque semaine. Koulam News, vous allez adorer. KoulamNews.com. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Comme nous l'avons prévu, on vous retrouve Esther Amar tout au long de cette semaine. Merci de répondre aux questions que vous posent les auditeurs à travers toute la France. isramag@gmail.com, c'est votre adresse pour les questions. Alors les échanges interbancaires, ça avait fait déjà l'objet d'une émission, c'était il y a quelques mois, l'année dernière. Vous nous disiez, oui, ça ne va pas tarder, ça a commencé, les banques contrôlent, le fisc israélien contrôle. Là, on en sait un petit peu plus, on va faire une sorte de mise à jour. Alors faites-nous un petit historique et où en est-on aujourd'hui ? C'est très simple, ça a commencé à partir du début de l'année 2020. Donc on était un peu plus en retard que les autres pays qui avaient commencé déjà en 2017. Par exemple avec la Suisse ou autres, les États-Unis. Et donc, en fait, entre la France et Israël, ça a commencé en janvier 2020. Bon, après, il y a eu le corona. Mais je peux vous dire de sources, on va dire, très, très sûres et de terrain, c'est que concrètement, malgré tout, effectivement, il y a eu une période de flou comme ça jusqu'au mois de juillet-août où les États se débattent face à la situation et on va dire santé et économique dans chacun des pays pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais de ce que j'entends un peu partout aussi, et en Israël, c'est réel, on va dire que les contrôles fiscaux ont commencé. Et en fait, ils se basent aussi sur ces échanges d'informations bancaires automatiques entre les deux pays, que ce soit et en Israël ou que ce soit en France. Donc maintenant, ça devient un peu plus délicat et il faut savoir quoi faire avec des solutions ou bien des situations qui n'ont pas été traitées jusqu'à maintenant. Alors on va essayer d'être très concret pour ceux qui nous écoutent. Imaginons que je sois un auditeur de cette émission, que je possède 2 comptes, donc un en France et un autre en Israël. Comment je vais être informé qu'il y a un contrôle fiscal ? Comment ça se déroule sur le terrain ? Alors c'est tout à fait simple. Donc de toutes les façons, n'importe quelle personne possédant un compte en Israël, dans la mesure où il a soit une nationalité étrangère, comme un Français touriste, soit une deuxième nationalité. Ce qu'on appelle nationalité, c'est pas forcément une résidence. Donc un Français qui a fait son alia, il est devenu résident fiscal israélien, mais il a une nationalité encore française, doit d'abord signer un document de transparence. Ça, c'est quelque chose qui était déjà depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Mais ce document-là, qui en fait lui permet aux banques israéliennes de transmettre la liste des comptes détenus par des gens qui ont une double nationalité ou bien une nationalité française uniquement, l'envoyer au fisc israélien qui l'envoie au fisc français. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, donc en fait, concrètement, dès que quelqu'un ouvre un compte à son nom en Israël, il faut savoir qu'il est soumis à un échange d'informations entre les deux autorisations ou 2 autorités fiscales des 2 pays. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne exactement.
Bien. Alors, les listes de nos comptes circulent entre les administrations françaises et israéliennes. On a bien compris comment ça marche. Quelles sont les conséquences maintenant? Imaginons qu'il y ait un contrôle. Alors, c'est très simple. On va prendre quelqu'un qui a fait son alia. Quelqu'un qui a fait son alia et donc il arrive en Israël et il a, on va dire, il reçoit après une certaine période de temps, on va dire pour les gens qui sont montés, je dis n'importe quoi, avant 2007, ils avaient 5 ans d'exonération d'impôts sur certains types de recettes et en fait, après 5 ans, donc c'était déjà, on va dire 2011-2012, donc depuis longtemps, eux, ils n'ont jamais déclaré ni leur retraite, ni des recettes, des revenus qui peuvent être mobiliers. Et en fait, le fisc israélien voit que sur le côté français, ils ont des revenus qu'ils n'ont jamais déclarés en Israël, qui auraient dû être déclarés en Israël. Vous voyez? Alors là, ça commence à faire problème. On commence à lui demander des redressements. Première chose. Sans même parler du fait qu'il a voulu faire importer ses fonds. Mais comme il y a des échanges automatiques dans les deux sens, tout ce qui n'a pas été déclaré en Israël qui aurait dû l'être, il va être en fait demandé, et tout ce qui n'a pas été déclaré en France et qui aurait dû l'être va être demandé par le fisc français. Donc c'est exactement ce qui se passe de façon très concrète. C'est ce que je vous parle, c'est du terrain vraiment. C'est ce qui se passe. Voilà. Et il n'y a pas que des gens mal intentionnés, loin de là. Il y a aussi ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas su, ceux qui n'ont pas été informés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à cela? Disons que déjà, la première chose, en tout cas en Israël, pour les Olim, justement israéliens, c'est très très important qu'ils puissent se faire référencer dans leur banque comme étant résident fiscal israélien. Déjà. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on est résident fiscal israélien, on ne doit pas d'impôt dans un autre pays de résidence fiscale qu'on n'a plus. Donc, c'est effectivement le risque, c'est qu'ils vont être déclarés automatiquement comme résident fiscal étranger dans un autre pays, ce qui peut induire, par exemple, en France, quand on détient des biens, comme on en avait parlé dans l'émission précédente, où ils vont être en fait avec des revenus locatifs en France qui vont être imposés uniquement en France, le taux d'imposition est beaucoup plus élevé pour des résidents fiscaux étrangers français que pour des résidents fiscaux français. Mais d'un autre côté, au moins du côté israélien, il pourra gagner son argent en Israël et vivre sans avoir à donner de compte quelque part au fisc français. Donc déjà, bien régler et assainir la situation face à la banque, fonction de la vraie résidence fiscale, à savoir obtenir une autorisation, ce qu'on appelle en hébreu une théodat au chavut, c'est-à-dire donc une autorisation de résidence fiscale du fisc israélien que la banque accepte et qu'elle enregistre chez lui. Ça, c'est la première chose chez elle. La deuxième chose qui est importante, c'est que si jamais la personne entend plus ou moins qu'elle doit ou pas déclarer différents types de revenus, alors il faudrait qu'elle aille se renseigner, prendre un conseil fiscal. Vaut mieux payer une fois un peu d'argent pour être bien informé que de continuer avec le flou artistique, parce que maintenant, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, le fait qu'on ne savait pas ne marche plus, quoi. C'est quelque chose qui ne passera pas du tout. Plus personne ne passera entre les mailles du filet, selon vous. Depuis quelque temps, nul n'est censé ignorer la loi. Très peu. Ouais, maintenant, ça devient exhaustif, vraiment. Ils ont des systèmes de recoupement et de contrôle qui deviennent sincèrement exhaustifs. Non seulement dû à la situation de départ, donc depuis le début de l'année où ils voulaient déjà en fait lutter contre ce qu'on appellerait le blanchissement d'argent, qui est un mot qui fait un peu peur, mais qui veut dire tout simplement de pas déclarer son argent, payer son impôt dessus. Mais maintenant, en plus avec le corona, où chacun des pays ont dû aider l'économie, les petites entreprises pour les aider à survivre, tous les pays vont être ont la volonté quelque part de créer une stratégie de récupérer cet argent. Et c'est chez les contribuables qui vont le récupérer. Hein. C'est pas très compliqué. On n'a évidemment pas eu le temps d'évoquer tous les sujets. On invite ceux qui nous écoutent à poursuivre sur votre site estherhamar.com. Et quant à nous, on se dit à demain. On a encore beaucoup de sujets à traiter. Alors au revoir David. Isramag vous est présenté en partenariat avec Jérusalem. Imaginez votre alia à Jérusalem avec votre famille, votre entrée rapide sur le marché du travail, un accompagnement scolaire sans précédent pour vos enfants, un soutien financier exclusif. Imaginez une aide de tous les instants. Nous avons pensé tout cela pour vous. Votre alia à Jérusalem n'a jamais été aussi proche. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Un programme inédit de l'Alia de Groupe avec le concours de la municipalité de Jérusalem. Isramag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Et écoutez à Bruxelles par exemple sur Judaïka 90.2, à Montpellier sur Aviva 88 FM.
Shalom à toutes, à tous depuis Jérusalem. C'était David Seban. À demain.